Bien, messieurs, c'est parti, c'est à vous. Marie-Benoît, je crois que c'est toi. Bonsoir à tout le monde. Il me revient de faire ce petit mot d'introduction. J'ai la joie de le faire. Je suis frère Marie-Benoît, coordinateur de l'Académie pour une écologie intégrale. C'est à ce titre que j'introduis la soirée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Académie pour une écologie intégrale, c'est un écolieu situé aux portes de Sablé-sur-Sarthe, pas loin de Solesmes. C'est un sanctuaire marial et nous avons là développé ce lieu en essayant de faire des choses écologiques et intelligentes, donc du maraîchage en permaculture. Et puis à partir de ce lieu, nous proposons des formations, c'est un grand mot, mais des formations, des stages qui ont rapport à l'écologie intégrale, ce depuis 2017. Et après les périodes, alors ces programmes, vous pouvez les trouver sur le site internet de l'Académie, académieécologieintégrale.org. Et depuis les confinements, nous avons développé les rencontres ainsi en visio. Donc, nous avons la chance d'en avoir une ce soir. Ça va être un témoignage avec interrogation, échange, et après une certaine période des échanges entre nous tous. Donc, j'espère que vous pourrez bien en profiter. C'est une période un petit peu anxiogène, si on peut dire, que nous vivons. Donc, je pense qu'on a voulu choisir, et on a demandé à nos amis Pierre-Antoine et Sophie de parler un peu de leur témoignage de vie, que j'espère, que je devine heureuse et sobre. Donc, c'est ce qu'il nous faut pour avoir des récits plus positifs sur l'écologie que ceux que l'on entend parfois. Voilà, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je souhaite à tous une bonne soirée. Je remercie tous les organisateurs, les intervenants, spécialement Hervé, et puis vous tous qui allez vous connecter ou qui vous êtes déjà connectés pour être présents à ce rendez-vous de ce soir. Merci. Merci beaucoup, Marie-Benoît. Ah là là, je voudrais juste rajouter quelque chose de très important que tu n'as pas dit. C'est que la vie est belle, malgré ce climat anxiogène et tout ça. Et voilà, et en fait, c'est un peu, je pense, avec réalisme et réalité, un peu dans cet état d'esprit qu'on va aborder ça. Et aussi François Robin du Cèdre, qui est un peu le grand animateur de tout ça, qui passe par derrière, qui titille tout le monde pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. L'Audate aussi, allez, il y a toute une encyclique à mettre en œuvre. Et il y a des personnes comme ça qui nous aiguillonnent en permanence et ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Et alors, Pedro, alors Pierre-Antoine, en fait, on t'appelle Pedro, c'était connu en tout cas dans le pays. On est presque voisins, Pierre-Antoine, et c'est en Diane ou Charentes-toi? Parce que c'est juste à la limite entre les deux. En Charente-Limousine. En Charente-Limousine, voilà, comme ça c'est un peu à cheval sur la Haute-Vienne et sur la Charente, ça tombe bien. un très très bel endroit. Et donc, Pierre-Antoine, bon, tu vas nous raconter un petit peu ta vie, mais un peu l'histoire. Ce qu'on aimerait savoir, c'est finalement, moi, quand j'ai commencé ma carrière, je bossais dans une chambre d'agriculture et ma carrière avec les agriculteurs, donc, j'avais vraiment l'impression de gérer le déclin d'une profession. Tous les agriculteurs, ils faisaient des métiers qui les exaspéraient. Ils ne voulaient pas que leurs enfants reprennent la ferme. Et puis, j'avais un peu l'impression que j'étais pourtant dans un truc qui s'appelait un service de développement agricole. Et en fait, pendant 30 ans, je me suis occupé du déclin de l'agriculture et ce n'était pas trop du développement. Et puis, il a presque fallu que j'arrive à la fin de ma carrière pour que je voie une nouvelle génération de jeunes qui arrivent
Et toi, tu fais partie de ces jeunes-là qui a commencé à barouder à travers le monde, à voir des tas de choses extraordinaires, à se rendre compte qu'une autre forme d'agriculture est possible, et puis finalement de recréer autour de toi une communauté, en fait, je crois, surtout d'amis, de gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu mènes plein de projets, et avec toute ta famille, vous avez décidé de vivre un peu loin, loin de tout, loin du monde, pourtant de faire de la vente directe, des choses comme ça, avec une énergie très positive. Et dans toute cette génération de jeunes agriculteurs et de jeunes agricultrices qui ont la patate, et il y a un point commun, je crois, entre tous, c'est un amour de la nature, de faire avec la nature. Et quand je parle d'amour de la nature, en parlant de Pedro, il faut le voir avec ses vaches. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors Pedro, peux-tu commencer à nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à l'agriculture, parce que tu n'étais pas du tout originaire. Je t'ai perdu, je ne te vois plus. On a perdu Pedro. J'ai l'impression qu'on a perdu Pedro. Bon, surveille-le bien. Il va En essayer de se direct, reconnecter. c'est le problème du direct, toujours. On connaît les aléas du direct. Il a voulu peut-être réactiver son micro et puis il a appuyé sur… sorti, ou peut-être partager un document à l'écran, je ne sais pas trop. Ouais, non, je vous promets de le laisser rentrer dès qu'il sonne il cogne à la porte. Non, mais avec ces bêtes, c'est extraordinaire. Sa femme est véto, mais ils sont d'une douceur. Les animaux viennent, quand ils viennent tous se voir, il les connaît tous, il les caresse toutes. C'est vache. Enfin, c'est extraordinaire le bonheur, la joie de voir cet homme au milieu de ces animaux, au milieu de ces haies, de ces arbres. Il y a des arbres extraordinaires chez lui. Il n'y a toujours pas de Pedro. Voilà, c'est un homme assez fabuleux. Et comment tu l'as rencontré, Hervé? Comment as-tu rencontré Pedro? Je ne sais plus comment. C'était un jour, je participais à une conférence qui était organisée par le lycée agricole qu'il y a dans la Haute-Vienne, là près de Limoges. Et puis donc, il y avait plusieurs personnes qui étaient invitées. Moi, pour raconter que la vie est belle, comme d'habitude, quoi. Et Pedro, pour témoigner, partager de ce qu'il faisait, hein, et la façon dont il s'était installé, les problématiques qu'il a rencontrées, et puis comment, avec beaucoup de joie, de bonne humeur et beaucoup d'entrain, il a réussi à démarrer quelque chose de très beau. Voilà. Et puis ensuite, donc, comme il était très branché sur toutes ces techniques un petit peu nouvelles d'agroforesterie, de keyline design, enfin, toutes ces choses qui permettent d'œuvrer beaucoup plus avec la nature. Hein, Pedro revient. voilà, on a commencé à aborder un petit peu ces sujets-là ensemble. Alors, Pedro arrive. Ah. Bon. Et de temps en temps, ça fait des bips, voilà, des sonneries, c'est normal. Pedro arrive. Ah, bah te voilà. Ouais. Voilà, excusez-moi, il y a eu un petit… Problème technique. Ok, ben… Alors, je suggérais à tous ceux qui n'ont pas de… Un peu d'orage, donc c'est un peu compliqué. Du coup, je ne sais pas… Ouais. Alors, à tous ceux qui ne parlent pas, parce que je vois par exemple de bloquer leur micro, hein, pour éviter les sons parasites. Je suis en train de les couper. Ah, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, Pedro, alors, oui. comment tu es arrivé en Charente-Limousine? Raconte-nous un petit peu ton parcours avant d'y arriver. Alors, mon parcours avant d'y arriver. Vous m'arrêtez, Nicolas ou Hervé, si vous ne m'entendez pas. Voilà. On t'entend bien là. Ok, bon, bah nickel. Alors, le parcours avant d'y arriver, je vais parler de moi et de Sophie, parce qu'en fait, le projet qu'on mène, il ne peut pas se faire sans Sophie.
il sort vraiment de nos deux têtes. Comme l'avait mis François Robin, c'est un projet où la famille est forte. Et donc, voilà, elle n'est pas là ce soir parce que elle a fini son métier de vétérinaire un peu tard. Et donc, du coup, elle m'a laissé la joie d'être avec vous. Voilà. Donc, comment on est arrivé à la ferme écologique de Gorse? C'est pas difficile. D'un côté, il y a Sophie, parisienne, qui fait l'école vétérinaire de Maison-Alfort, avec l'idée que de toute façon, elle fera son métier en tant que vétérinaire rural et rien d'autre, quoi. Ce ne sera pas du chien et chat en spécialiste en urbain. Donc ça, c'est de son côté. Et moi, je suis fils d'agriculteur charentais, enfin non, de Seine-Maritime. Donc je viens de Normandie, en fait. Mes parents, mon père avait une ferme et ma mère était infirmière. Et je dirais que mon grand-père, mon père et moi, on a chacun repris une ferme qui n'était pas celle de nos parents. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inscrit dans notre filiation, peut-être? En tout cas, ça ne fait pas partie de notre schéma mental, quoi. Bref, en 2008, je rencontre Sophie. Elle faisait son premier remplacement vétérinaire et elle s'occupait des vaches de la ferme de mon père. C'est comme ça que je la rencontre. Et puis moi, j'étais à une période, 24 ans, mon père installé un peu tard, on avait des difficultés à s'entendre correctement parce que moi, je voulais déjà mettre un peu d'agriculture intégrée, je voulais déjà réduire les coûts. J'avais plutôt une entrée économique, mais l'entrée écologique, je la voyais comme un deuxième axe. Mais en tout cas, j'avais une vraie conscience de la stratégie économique et qu'on pouvait, en travaillant globalement un petit peu moins et en investissant un peu moins dans nos cultures, c'était une ferme de grande culture industrielle, en allant chercher un optimum plus qu'un maximum, et avoir quelque chose de tout aussi intéressant. Voire même peut-être plus intéressant parce qu'à chaque fois, quand on retire des choses et qu'on a le même résultat à la fin, je trouve que c'est hyper gratifiant. Surtout quand ces choses, c'est des produits phytosanitaires ou des engrais ou des choses comme ça. Donc voilà. Et puis, fin 2008, Sophie, elle termine son contrat. Et puis, elle me dit, je vais chercher du boulot sur la zone. En gros, c'était sur l'axe Brive-la-Gaillarde jusqu'à Bressuire, pas loin de Cholet, quoi. Donc, dans cet axe-là, donc je vais avec elle, on va visiter 7 cliniques. Et durant la visite de ces cliniques, en fait, il y a une zone qui nous plaît bien, c'est la Charente-Limousine. Je vois bien que je peux y trouver, moi, du travail. Je m'y sens bien, en tout cas. Ça m'attire. Et donc, on fait le choix d'une clinique à Chabanais, dans le 16. Et puis après, on part en voyage tous les deux. Donc, on part en voyage en Inde et en Chine. Et puis, on revient le 2 janvier 2009. Un petit coucou chez mes parents de 24 heures et je leur dis au revoir. Bon, finalement, je ne vais pas reprendre la ferme. Finalement, je m'en vais. Je vais faire ma vie avec Sophie. Je traverse la France. Je m'en vais en Charente. Ciao. La voiture bourrée avec plein d'affaires et puis je me casse. Mes parents en pleurent, vous imaginez bien. Enfin bref, ça fait 25 ans qu'on est sûr que le fils va reprendre la ferme. Et en fait, bon. Voilà. C'est comme ça. Ça s'est fait un peu vite, mais c'est comme toute fracture. Quand elle se fait, elle fait mal. Et voilà, c'est comme ça. Donc nous voilà arrivés en Charente. Donc Sophie, elle bosse, elle est vétérinaire. Moi, je me rends compte que je suis dans un territoire que je connais pas bien. Donc, pourquoi rester à rien faire dans un appartement? Ce que je fais, c'est que tout de suite, je trouve du boulot chez des paysans à traire des vaches, à conduire des tracteurs, enfin des choses simples. Mais je sais que je peux trouver du boulot assez facilement comme ça parce que c'est mes compétences, donc je le fais. Et puis en même temps, avec Sophie, on décide que je reprends des études d'ingénieur agro
Donc, le secteur nous allait bien parce que j'ai visé 3 écoles d'ingénieurs, Bordeaux, donc l'ENITA de Bordeaux, l'ENITA de Clermont et l'ESA d'Angers. Et en fait, je réussis à obtenir le concours de l'ENITA de Bordeaux. Et me voilà embauché en tant que contrôleur laitier en Charente et en même temps reprendre des études d'ingénieur. Sachant qu'au contrôle laitier, très vite, on me met sur le conseil aux éleveurs allaitants. Et puis très vite, je me retrouve responsable commercial, c'est-à-dire numéro 2 de la COP. Donc à gérer 30 personnes, les inséminateurs, les contrôleurs laitiers, les peseurs, enfin tout le monde. Pas facile parce que j'étais jeune et c'était pas forcément le bon. J'étais pas formé puisque j'étais même pas encore ingénieur, j'apprenais en même temps. Donc voilà. Et en fait, l'un de mes premiers clients en démarchage, en fait, c'est Étienne Maréchal de la ferme de Gorse. Et c'est assez surprenant, c'est-à-dire que je fais le tour de la ferme et au bout d'un quart d'heure, je dis au monsieur qui s'appelle Étienne Maréchal, je lui dis voilà, votre ferme, je vous la reprends dès que vous la lâchez. Sachant que c'était pas du tout prévu pour Sophie que je reprenne une ferme, parce que dans sa tête, les paysans, ça gagne pas d'argent, on part pas en vacances, puis le poids social, le poids du travail, le poids des dettes, enfin bref, ça fonctionnait pas. Et mais moi, je tombe amoureux de cette ferme. J'y suis pour rien. C'est une espèce de, il y a quelque chose qui m'attire. Étienne Maréchal a alors 52 ans et je mets 7 ans avec Sophie. On met 7 ans de travail à aller le voir, à discuter pour essayer de monter le projet et de reprendre sa ferme. Donc 7 ans à pas lâcher quelqu'un en lui disant c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. On va reprendre la ferme. Alors de quoi je suis tombé amoureux? En tout cas, quel terme m'a appelé? La ferme de Gorse, en fait, telle qu'on la voit le jour où on arrive, c'est 150 hectares de prairies naturelles menées en bio depuis 1998, avec des vaches, il y avait à peu près 75 vaches limousines en plein air toute l'année. Donc, ça veut dire pas de bâtiment. Ça veut dire des vélages dehors. Ça veut dire que tout se fait dehors tout le temps. C'est aussi un bocage très puissant parce que c'est 26 km de haies. Hervé et François ont eu la chance de venir chez nous. Et en fait, c'est 26 km de haies dont dedans, il y a un peu plus de 3000 chênes. Et des chênes il y en a qui ont 10 ans, mais il y en a qui ont 200 ans. Donc en fait, quand on arrive sur cette ferme, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a plein de gens qui sont passés avant nous et qu'on est tout petit dans ce lieu, mais en fait, on a envie d'y rester. Il n'y a pas d'autres endroits. Et puis pour la petite anecdote, en 2012, avec Étienne, on arrive à négocier, nous loue une maison, la maison qu'on habite actuellement, la maison de la ferme. Et en 2015, juste avant de reprendre la ferme, on s'est marié avec Sophie et juste après, on a fermé la porte à clé de notre maison. On ferme la porte à clé, on a donné la clé à Étienne, notre propriétaire. On lui a dit on revient dans 1 an. Et on est parti 1 an à pied, on a marché 7000 km. Donc avec Sophie. Donc on a marché 7000 km. Donc on est parti de la Charente-Limousine, on est allé jusqu'en Ariège à pied. Là-bas, on a déposé nos chevaux, parce qu'en fait, on avait nos 2 chevaux de Mérins qu'on avait achetés en 2012, et puis on voulait que quelqu'un s'en occupe pendant qu'on était absent. Donc, on est parti avec nos chevaux à pied jusqu'en Ariège. Donc, on a déjà fait 1500 km avec 75 jours de bivouac. Arrivé là-bas, on a laissé les chevaux à l'éleveur à qui on les avait achetés. Donc, ils sont partis dans la montagne jouer avec leurs copains. On a pris l'avion, on a traversé la Nouvelle-Zélande à pied. Donc, la Nouvelle-Zélande, pour vous donner une idée, c'est 2 îles.
et ça fait 3300 km du nord au sud. Donc du Cap Nord, qui s'appelle Cap Renga, jusqu'à Bluff, au sud de l'île du Sud. Et ensuite, histoire de pimenter encore un petit peu les choses, on a traversé tout l'ouest de la Bolivie, c'est-à-dire du lac Titicaca jusque la frontière chilienne-argentine. Donc, pour ceux qui connaissent ce secteur-là, on a traversé le désert de l'Altiplano à 4000 mètres d'altitude, le salar de Uyuni, toutes ces choses-là qui se font au mieux en 4x4, au pire en vélo, mais à pied, aujourd'hui dans le monde, il y a 10 Français qui l'ont fait. Donc, voilà, donc ça c'était la petite cerise sur le gâteau, mais en fait, en ayant fait tout ça, partout où on était, la seule chose qu'on se disait, c'était que le plus bel endroit, c'était à Gorse. C'est fou, hein. Vous êtes sur une île de Nouvelle-Zélande et vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer. Pourtant, on a été dans des endroits, je peux vous dire, hyper sauvages, où il n'y a personne, etc. Mais non, j'avais envie de rentrer. Bernadette, vous voulez intervenir? Non, j'ai juste applaudi, c'est tout. D'accord. Voilà. Et je ne sais pas si je continue, Hervé, ou… Oui, si, tout à fait, parce que là, tu vas bientôt, l'appel de la ferme de… Ouais, ça, c'est un peu comme Buck. Tu vas y c'est un arriver. peu comme Buck et l'appel de la forêt, tu vois. Nous, il y a l'appel de la ferme. Nous, ça fait 7 ans qu'on veut reprendre la ferme, et puis on rentre de voyage, on rentre je crois que c'est le 5 ou 6 juin 2016. Et en fait, à partir du 16 juin, je mets en marche toute la machine pour reprendre la ferme, sachant qu'on a repris la ferme le 17 janvier 2017. Donc, une installation ultra éclair. Et c'est pour ça aussi que souvent, quand j'en parle avec des jeunes porteurs de projets qui me disent « Oh là là, le parcours à l'installation, c'est long, c'est 2 ans, c'est 3 ans », par expérience, je peux leur dire que non, ça peut durer 6 mois, mais pour ça, il faut avoir les idées très claires. Et pour tout vous dire, c'est qu'après 7000 km, on a les idées très claires et une bonne confiance en soi, en sachant, on savait où on allait. Ce qui fait que ce qu'on fait aujourd'hui, encore en 2022, c'est des choses qu'on a pensées entre 2015 et 2016 pendant notre voyage. Il faut savoir que notre voyage, il est absolument fondateur dans notre projet. Il est fondateur pour renforcer le couple dans l'adversité, dans OK, on a un objectif commun et on construit un projet commun. Et il est fondateur aussi dans… on avait une sensibilité à l'environnement, à l'écologie, à la nature. Mais quand, pendant 400 jours de bivouac, vous dormez dehors, vous êtes nourri, quand je parle de nourri, ça peut être nourri simplement par le beau d'un endroit qui dit que vous avez envie d'aller plus loin. Vous êtes nourri aussi par des choses, des murs que vous allez trouver au fin fond du Chili et que vous trouvez ça exceptionnel parce que vous mangez que du riz et des pâtes et pas ce jour-là, vous avez des murs. Et c'est juste… donc, vous êtes nourri par des choses simples, par avoir le droit de se laver dans une rivière, dormir à la belle étoile, voir des paysages absolument magnifiques. Et en fait, cette nourriture de la nature nous a poussé à, finalement, dans notre projet, à mettre l'aspect nature en premier axe avant même l'aspect rémunération et avant même l'aspect écologie, etc. Mais vraiment l'aspect, la stratégie sur la nature. On va se rendre compte dans ce que je vais vous expliquer, c'est que sur notre ferme, plus on renforce la nature et plus on développe la biodiversité sur notre ferme, plus on développe notre efficacité économique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien, une vraie corrélation positive entre développer de la nature, augmenter
la quantité de nature, on pourrait même utiliser le mot aggradation de la nature, c'est-à-dire augmenter, aggrader la nature. Et en fait, plus on fait ça, plus votre EBE, votre revenu augmente. Alors ça, quand vous expliquez ça à un paysan lambda, il n'est pas forcément d'accord. Mais je ne te crois pas, tu es un doux rêveur. Voilà, c'est ça. Exactement. En plus, tu as repris la ferme du bio depuis 88, là. Hein, donc, 98. 98, ouais. Alors, qu'est-ce qui a aussi nourri notre projet? C'est qu'en 2015, vous avez les premières vidéos de L214 qui commencent à faire le buzz. Vous avez les premiers livres des antispécistes, des abolitionnistes qui sortent. Et vous avez aussi les attentats. Bref, vous avez pas mal de choses sur cette année-là. Nous, on vit ça de loin. Nous, on est en train de marcher. On marche pendant une semaine, 10 jours, et puis d'un seul coup, on se reconnecte. Et on voit tous les événements qui se passent en France. Puis après, on repart marcher 10 jours. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On a nos liseuses, et puis on prend des bouquins, on ingurgite des bouquins, on marche, mais on ne peut pas se connecter. Donc, en fait, on n'est pas pris dans l'émotionnel du bruit médiatique. On est dans la distanciation. Donc ça nous permet de quoi? Ça nous permet de nous poser plein de questions. Les premières questions, c'est des questions auxquelles j'aurais aimé qu'on réfléchisse au lycée agricole, mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire quoi être paysan? Et la deuxième question qui va derrière ça, c'est ça veut dire quoi être responsable d'une part d'un morceau du puzzle de la terre? Nous, aujourd'hui, on est responsable de 150 hectares de terres agricoles. Alors, on peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi comme 150 hectares de nature, de biodiversité, 15 mares et zones humides, des milliers de chênes. Voilà, donc on peut voir aussi ça. On a compté, c'est des millions de litres d'eau qui tombent chez nous tous les ans. C'est des quantités d'oxygène qui sont produites par nos sols, enfin par nos arbres. C'est des quantités de carbone qui sont captées par nos sols. Et donc ça, c'est quoi être responsable de ça? On a fait un petit calcul simple. Si vous prenez la surface agricole en France et que vous divisez ça par le nombre d'agriculteurs, et ben en fait, chaque habitant français pourrait se réclamer garant de 1 hectare. Vous voyez? Et ben en fait, finalement, pour nous, être responsable de 150 hectares, c'est avoir une responsabilité vis-à-vis de 150 personnes plus de la nature. Donc ces 150 personnes-là, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas là tous les matins à nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit planter, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a un moment, qu'on soit propriétaire, locataire ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est des règles qui ont été inventées par la société humaine. Et si vous sortez ces règles-là, si vous sortez de ces règles-là, à un moment, on est juste responsable vis-à-vis de ces gens-là pour les nourrir, mais aussi pour les nourrir en oxygène, pour les nourrir en eau, pour les nourrir en viande, en l'occurrence chez nous, mais peut-être pour les nourrir de d'autres choses, pour les nourrir en beau, parce que si on ne leur apporte pas de la nourriture hédonique, c'est-à-dire des choses bonnes à boire, à vivre, eh ben, à quoi ça sert d'être citoyen et de vivre à côté de chez nous si vous ne pouvez pas vivre et aller voir un paysage qui est beau, voir des gens qui ramassent leurs champignons chez moi? Ben moi, je suis heureux de voir ça. Je m'arrête, on discute, je suis content et puis je leur dis continuez. Parce que ça a vraiment du sens de voir des gens qui sont heureux d'emmener leurs petits-enfants pour aller aux champignons chez nous et puis de regarder, de lever la tête, de voir un chevreuil, un renard, etc. Ça a vraiment du sens. Donc en fait, on est entre guillemets locataire à court terme vis-à-vis de ces 150 personnes-là. Et donc on va être responsable de ces 150 hectares pendant 30 ans. Donc on se dit voilà, c'est quoi être paysan? C'est quoi être responsable de 150 hectares de nature? Vis-à-vis de qui? On a dit vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des gens qui vont venir plus tard. Parce qu'il y a aussi toutes les générations qui vont arriver après. Voilà. Donc, en fait, nous, on va avoir une fenêtre de 30 ans où on doit, en fait, modeler. On va pouvoir modeler la nature, modeler ce lieu pour qu'il soit transmissible à quelqu'un d'autre plus tard
en espérant qu'il soit adapté au contexte climatique, qu'il soit adapté aux attentes sociétales. Bref, comment on le façonne? Alors, on est dans une époque formidable où, en fait, avec le pétrole, on peut le façonner comme on veut. Si vous avez un peu d'argent et du pétrole, bah, en fait, le paysage, les 150 hectares, vous pouvez les transformer en ce que vous voulez. On peut faire une forêt-jardin en 20 ans, on peut tout raser, mettre un pivot et faire du maïs. On peut tout faire, tout est possible. On peut faire une grande carrière pour tirer du minerai, on peut tout faire. Et donc ça, nous, du coup, bah, on fait quoi? Parce qu'on a un pouvoir qui est absolument fort avec ce pétrole. Bon, nous, on n'a pas d'argent, donc c'est facile. Déjà, ça règle un problème. Bref. Ah, bah, Et donc, tu pourrais être incité à mettre des panneaux photovoltaïques ou des choses comme ça. exactement. Exactement. Mais on en a déjà, puisqu'on a Ouais. on a des feuilles 3000 arbres. photosynthétiques. Tu Ouais. vois. Bon. 3000 arbres, hein, en termes d'hectares, Ouais. ça te fait 6000 hectares de panneaux photovoltaïques. Mais oui, c'est un truc de fou. Bon, bref. Donc, nous, on va simplement baser notre projet sur 3 axes. Les 3 axes, ils sont simples. 1, c'est nature. Développer la nature, augmenter la nature. Pourquoi? Pour qu'elle soit résiliente, luxuriante et sécurisante. Ça veut dire quoi ces 3 axes-là? Résiliente, ça veut dire qu'elle ne dépende pas de pétrole, qu'elle soit autonome en fait pour se renouveler. Donc qu'elle dépende le moins possible du pétrole ou du travail d'un humain pour exister, pour s'organiser. Luxuriante, bah, il faut qu'elle soit belle, diverse, etc. Et c'est ça qui apporte aussi l'envie de vivre dans ce lieu, parce que nous, on considère que être juste à 2 à gérer 150 hectares, c'est pas normal. On devrait être 5, 6, 7, 8, 9, 10, parce que ça a un potentiel de production qui serait bien plus important, sans bouleverser la biodiversité. Donc luxuriante, résiliente, et sécurisante, bah, parce que on sait aussi que dans les années qui viennent, les phénomènes environnementaux vont être assez forts, et on doit avoir une nature qui nous protège. Parce qu'on ne se sentira bien que si la nature nous protège. Parce que vous avez beau créer un bunker, ça ne vous protégera pas. Jamais. Ça ne vous protégera pas. Donc, ça, c'est pour la nature. 2, il faut que l'écosystème qui a été construit, dans son autonomie, il puisse générer en fait un excédent nourricier pour l'humain. Alors, ça veut dire quoi, générer un excédent nourricier pour l'humain? On fait avec ce qu'on a. Nous, on arrive, il y a 80 vaches limousines en système broutard. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le système broutard. Ça veut dire qu'en gros, on a des vaches qui vêlent tous les ans. Elles vont nous donner un veau. Ce veau, vers 8-9 mois, on va le sevrer et ensuite, on va le vendre. C'est le modèle standard que vous retrouvez à 80% en France. OK? Et ce veau vendu, puisqu'il a 8 mois, on appelle ça un broutard parce qu'il a commencé à manger de l'herbe. En général, dans 90% des cas, il est vendu à l'export. Donc, ça veut dire qu'il monte dans des camions, il descend, il va dans des centres d'allottement, il va remonter dans les camions, il va retourner dans d'autres centres d'allottement pour aller se faire engraisser, au mieux en Espagne ou en Italie, au pire en Grèce, en Israël ou en Turquie. Voilà. Donc, ça veut dire que vous, si on fait un résumé très court, hein, ça veut dire que vous êtes des citoyens qui payez des impôts pour avoir un élevage bio, mais la viande n'arrive pas dans votre assiette, puisque les animaux sont vendus à l'export. Donc, il y a une hérésie en termes d'acceptation sociétale à l'impôt, et je dirais même à la subvention à la nourriture, parce que bah, vous n'allez pas continuer à vouloir payer des impôts si c'est produit, si après c'est juste pour avoir des vaches dehors, c'est pas cohérent. Et donc, et la deuxième chose, qui est peut-être la première finalement, mais la deuxième chose, c'est pour nous faire des efforts d'avoir des bêtes en plein air, exclusivement à l'herbe, en bio, pour qu'à la fin elles soient engraissées dans des bâtiments à grand renfort de maïs subventionné,
et qu'elle soit au mieux en Italie avec un étourdissement abattu normalement, au pire avec un abattage sans étourdissement, avec du transport en vif, c'est pas acceptable. Mmh. Voilà. Donc ça nous convient pas. Donc, on Oui, reprend puis donc donc ces vaches-là. l'inconfort des animaux et puis le coût énergétique de tous ces transports aussi, hein. On met dans des camions, dans des bateaux, hein, et c'est à la fois le stress des animaux et à la fois, on voit la vérité sous le pétrole est en train d'augmenter. Ça fait partie peut-être aussi des choses qui seront plus très durables. Mmh. Oui, et puis tu as encore l'autre axe. Ça veut dire que toi, quand tu es paysan, tu fais naître 80 bêtes tous les ans pour qu'elles aillent à l'abattoir. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un système où on n'a que 30 bêtes et on élève que 30 bêtes tous les Ouais. ans. On en fait naître que 30 bêtes pour aller à l'abattoir. Et on vit tout aussi bien. Donc ça veut dire aussi qu'on va essayer de ne plus sacrifier des vies juste pour faire des kilos de viande. À un moment, on va essayer de redonner une place et un espace fort à la vie dans ce lieu et donc allonger la durée de vie de nos animaux. Eh ben oui. Et donc là, le rebond, tu as bien fait d'intervenir, Hervé. En fait, l'idée, chez nous, maintenant, on a baissé en vaches pour plus faire du système broutard. Donc, on a diminué en vaches. On avait 80 vaches, maintenant, on n'en a plus que 30. Par contre, on fait des bœufs et des génisses à l'herbe. Ça veut dire que les vaches, elles font 30 veaux tous les ans. Mais comme on garde les veaux jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans, on a 120 bêtes. Mmh. Et on a 120 bêtes tout le temps. Donc, comme vous avez 120 bêtes tout le temps, il faut nourrir toujours 120 bêtes, printemps, été, automne, hiver. Donc, il faut trouver une organisation de pâturage. Ouais. L'intérêt de ce système-là, c'est qu'il permet de spécialiser, enfin d'être mis en cohérence, puisque nous, on ne produit que de l'herbe, on n'a que de l'herbe en disponibilité et aussi de la feuille d'arbre, puisque les vaches mangent aussi des feuilles de haies. Et ben, ça permet d'avoir des bêtes beaucoup plus herbagères, parce que quand vous avez un bœuf qui a 3 ans, je peux vous dire qu'il va vous manger à peu près entre 60 et 70 kilos d'herbe par jour, d'herbe fraîche. Donc en fait, c'est complètement cohérent. Comment nous, on a de l'herbe à disposition, d'avoir des bêtes qui valorisent réellement de l'herbe, plutôt que d'avoir des broutards qui, eux, ont besoin essentiellement de lait et qui commencent à manger, au maximum 3-4 kilos d'herbe par jour. Ça c'est conforme à ton deuxième principe, là, que ton écosystème doit générer des excédents, et donc cette herbe qui se transforme en viande et qui est entièrement valorisée par le troupeau, quoi, finalement. C'est ça. Et donc, du coup, nous, ça nous satisfait. On est content, on a fait un premier changement, c'est-à-dire qu'on a changé de modèle d'élevage. Au lieu de faire du broutard à l'export, maintenant, on a que des bêtes, on a 30 bêtes grasses à vendre tous les ans. Et en plus de tout ça, on a changé de race, c'est-à-dire qu'on n'est plus en limousine, on est sur la race Hereford. Pourquoi? Parce que la race Hereford, elle nous permet d'avoir des bêtes grasses toute l'année sans céréales. Donc, on n'a pas besoin d'acheter des céréales qui viendraient de la Charente-Maritime et d'acheter en même temps du soja qui viendrait du Brésil pour essayer d'avoir une ration équilibrée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une vache à l'engraissement, elle va vous consommer à peu près son poids vif en achat extérieur. Chez nous, c'est 0 kilo. Alors, ça change quoi? Ça veut dire qu'on a des vaches un peu plus petites, mais on a des vaches qui mangent que de l'herbe. Voilà. Ma femme a fait 7 ans d'études et moi 5 ans pour savoir qu'une vache, ça mangeait que de l'herbe. Quoi, l'humilité? ça vient par le chausse-pied à un moment, mais ça vient. Donc, tu parlais, parce que je t'avais coupé là, mais tu avais ces deux principes. Le premier principe sur la nature, le deuxième principe sur les écosystèmes, et il y en avait un troisième. Ouais, je termine sur nourriture. Ah, pardon. Je termine sur nourriture. Donc aujourd'hui, quand je vous ai dit, la nourriture, on produit ce qu'on peut, parce qu'au départ, nous, comme on avait une ferme qui avait que de l'herbe et des vaches, enfin, on pouvait faire que du ruminant, puisqu'on avait ce système-là. Nous, ça ne nous convient pas d'avoir une ferme qui produit, en fait, dont le modèle économique est essentiellement basé sur la mort des animaux. C'est une aberration. C'est pas normal je dirais, dans l'humanité telle que l'agriculture a été conçue. Ça fait que 50 ans qu'on fait ça. Mais avant, c'était pas possible. Personne n'aurait imaginé monter un système qui dépende que de la mort des animaux. Ce qui fait qu'on a déjà replanté 250 fruitiers
dans les 2,5 km de haies qu'on a replantées. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans 10 ans, l'acceptabilité de la société à manger de la viande et puis aussi notre modèle économique va évoluer vers du végétal. Alors, on aurait pu faire du blé, on aurait pu faire des choses beaucoup plus simples. Mais sauf que si vous voulez rester en cohérence de système et en cohérence aussi sur la biodiversité, si vous voulez répondre à l'axe 1 et en même temps à l'axe 2, il n'y avait que l'arbre et la haie qui étaient la solution. Et pas d'autre chose. Donc là, dans quelques années, on va commencer à faire du cidre, du jus de pomme, de la compote. C'est là où les racines normandes reviennent évidemment. Et donc, le troisième axe, culture. Et culture au sens, non pas au sens de la culture des céréales, etc. C'est de la culture au sens de la culture écologique. Ce que je fais là aujourd'hui avec vous, mais ce qu'on fait aussi avec des écoles, cette année, on a reçu 15 écoles, 15 classes sur la ferme, c'est de transmettre une culture écologique, une culture du lieu. C'est quoi arriver, reprendre une ferme, c'est quoi être paysan, c'est quoi être responsable de tout ça, c'est quoi monter une stratégie économique, une stratégie écologique qui fait que ça fonctionne et que vous pouvez vous sentir heureux et en cohérence avec vos valeurs, même si vous faites des compromis à certains moments. On a fait du broutard, nous, au début. Hein. Aujourd'hui, on n'en fait plus, mais on a dû en faire pour pouvoir faire nos vases communicants. Voilà. Donc, c'est quoi, en fait, être responsable et vouloir entrer en transition? Ouais, cette idée de culture, je voudrais juste un peu rebondir dessus parce que c'est vraiment une idée qui nous est très, très importante à toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui ou qui essaient d'œuvrer à ces notions d'écologie intégrale et à l'académie en particulier. Ce qui est fécond, hein, cette injonction divine, soyez féconds, ce qui est fécond, c'est justement ce qui se transmet, ce qui fait émerger quelque chose de plus. Et je crois que ce que tu incarnes justement au travers de ce troisième principe de culture écologique, de diffuser quelque chose de ce que tu as dans le cœur, de l'amour, enfin, donc en fait quelque chose qui est vraiment authentique, hein, de le diffuser, ça contribue à rendre le système fécond et à faire que aujourd'hui, hein, tu fais partie de ces agriculteurs qui ont trouvé un sens dans ce qu'ils font, alors que il y a toute la génération d'agriculteurs qui étaient avant qui ne voulaient même pas que leurs enfants reprennent leur ferme quelquefois, tu vois, et donc qui avaient perdu sa fécondité en fait. Hein, et donc là, c'est renouer avec ce principe de fécondité qui est le principe qui donne un sens à nos existences parce que ça parle d'amour. Voilà. Et je voulais t'en remercier. Mais voilà, je coupe, mais tu peux continuer. Alors, pour terminer, tout ça, on l'a pensé à deux parce que tu me remercies, mais je pense qu'il faut vraiment remercier Sophie et moi. Parce qu'en fait, moi, je ne peux pas penser ça seul. François m'avait demandé, parce qu'il avait senti ça quand il a visité la ferme, de bien expliquer en fait le fait que c'est avec Sophie qu'on a pensé ça. Qu'est-ce qu'on a pensé d'autre avec Sophie? C'est qu'on pouvait reprendre la ferme, mais peut-être qu'au départ, on n'allait pas l'acheter parce que ça nous mettait trop de pression. Aujourd'hui, on est locataire et on a accepté d'être locataire en se disant bah, c'est pas grave, on sera locataire et puis on verra plus tard. En tout cas, il faut déjà qu'on fasse tourner notre système et qu'on mette à l'épreuve nos valeurs, nos idées, à l'épreuve de la nature, à l'épreuve de l'économique, à l'épreuve de l'écologie. Donc, on s'est dit d'abord, on fait ça. La deuxième chose, on s'est dit il faut que j'ai un salaire. Donc, je dégage un salaire de 2 000 € par mois depuis mon premier jour d'installation. Donc, ça, c'était essentiel à notre projet. Et le troisième axe, il fallait qu'on puisse partir en vacances. Donc là, vous voyez, samedi, on part en vacances. On part en vacances entre 30 et 50 jours par an. Malgré le fait qu'on ait des vaches, malgré le fait qu'on ait un système à gérer. On organise en fait nos vacances. Alors, ça passe par plusieurs axes. Ça passe par prendre des stagiaires. On prend beaucoup de stagiaires. Et puis, quand ils sont bons, on les prend comme salariés le temps où on part en vacances. Comme ça, eux, ça leur fait une première expérience dans un endroit qu'ils connaissent. Ils se retrouvent tout seuls. Ils bossent 4 heures par jour. Ils ont la maison, une voiture. Ils font ce qu'ils veulent.
ils peuvent inviter des copains. L'important, c'est que la ferme, ça tourne. Et donc, il y a plein de jeunes qui démarrent comme ça, qui viennent chez nous pour se tester un petit peu. On prend aussi beaucoup de gens qu'on ne connaît pas du tout. J'ai eu des personnes qui nous ont remplacés, des jeunes filles de 22 ans qui rentraient en école d'ingénieur, qui m'appelaient, voilà, je rentre en école d'ingénieur, agro, je cherche à me faire une première expérience. Elle venait 3 jours, je lui montrais la ferme et après je partais 3 semaines en vacances, elle avait tout ça à gérer. Et ça a marché toujours. Ça a toujours marché parce qu'en fait, on a éduqué nos animaux, on a mis en place une méthode d'éducation de nos animaux avec l'école vétérinaire de Maison-Alfort. C'est une méthode d'éducation qui est un peu inédite. Elle est disponible sur Internet. Il suffit de chercher les thèses. Il y a 2 thèses vétérinaires qui ont été produites sur notre ferme. Et il suffit de reproduire. En fait, on reproduit 4 stages de 5 minutes par jour pendant 5 jours sur des lots de génisses. Et au bout d'un an, vous pouvez mettre un licol à votre génisse au champ. Et donc, n'importe qui peut rentrer dans le champ, mettre un licol à la vache et s'occuper. Et là, la semaine dernière, on avait une vache, le veau n'était pas bien, elle est au champ, elle est en plein air toute l'année. Et là, le veau n'était pas bien, j'y vais 3 fois par jour, je lui mets un licol, je la tiens, et puis le veau, il la tête, et puis après, c'est reparti. Et puis je reviens 3 heures après. Ça, quand vous l'avez fait, du coup, c'est beaucoup plus facile pour partir en vacances. Parce que n'importe qui n'a pas peur de vos vaches, il peut rentrer, il met le licol comme si c'était un cheval, il gratte la vache, et puis quelle expérience pour des jeunes qui sont parfois pas du métier, qui sont urbains, de se retrouver à gérer des vaches comme ça dans des conditions particulièrement sereines. Donc voilà, on a aussi relocalisé toute notre vente. Maintenant, on vend à peu près 90% de notre viande nous-mêmes et à moins de 100 km. Donc ça a aussi été un gros effort de prendre en charge l'abattage, l'atelier de découpe, de faire rapatrier nos bêtes, de trouver des débouchés avec des bouchers, des grandes surfaces, enfin des biocopes, etc. Et ça fonctionne bien. Pour vous donner une idée, on a repris une ferme il y a 5 ans qui faisait 92 000 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est arrivé à 160 000. On devrait border les 200 000 d'ici 2 ans. Donc, on aura doublé en gros le chiffre d'affaires en 7 ans, ce qui nous convient plutôt bien parce qu'en plus, on aura augmenté de 50% l'efficacité économique. Donc, ça veut dire aussi plus d'argent. Et donc, si on a plus d'argent pour l'équilibre de la ferme, ça veut dire que derrière, on aura aussi de la place pour investir et peut-être créer un poste pour quelqu'un qui voudrait venir s'occuper des fruitiers sur la ferme. Et donc, on a amorcé en fait quelque chose qui fait que maintenant, on a des clients qui veulent nos produits. Et donc, du coup, il n'y a plus qu'à trouver quelqu'un qui aurait envie de faire comme nous. On a de plus en plus de demandes pour visiter la ferme, donc on peut aussi imaginer faire une ferme pédagogique. Enfin, bref, aujourd'hui… Finalement, tes 150 personnes, tu commences à les avoir pour de bon? Ah carrément, on a en fait notre modèle économique, on sort à peu près 8 tonnes de viande par an. Si tu prends qu'un Français moyen mange 20 kilos de viande par personne et par an, ça veut dire qu'il nous fallait 400 personnes, tu vois. D'accord. Et donc on les a puisqu'on vend tout. Et tu leur produis en plus de l'oxygène, de l'eau propre, des paysages merveilleux, de la bonne humeur, de la joie. C'est ça. Et voilà. Et donc, dans les 5 ans, ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est qu'on a eu 3 enfants. Aujourd'hui, on a 3 enfants de 1 an, 3 ans et 5 ans. Et donc, dans tout ça, on arrive aussi… Enfin, voilà, moi, tout à l'heure, à 16 h, je me suis arrêté parce que je suis allé chercher mes enfants à l'école. Parfois, je les dépose le matin à 9 h. Le mercredi après-midi, il y a des activités. Et le samedi et le dimanche, on travaille que s'il y a les foins, mais sinon, c'est juste une visite d'1 heure et voilà. Et donc, tout ça, on arrive à faire fonctionner le système. À faire fonctionner… Quand on parle de système chez nous, c'est le système économique, c'est le système écologique, c'est le système famille, c'est le système social. Enfin, le système, c'est tout ça, quoi. Et voilà. Peut-être aussi que dans la multiplicité des nouvelles productions qui arrivent maintenant sur la ferme de la Gorse, il y aura peut-être aussi
de la place pour un de tes enfants, ou peut-être quelqu'un d'autre, et peut-être que tes enfants, ils iront aussi s'installer ailleurs. Ouais, alors c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi d'accrocher un sac à dos dès maintenant sur le dos de mes enfants en leur disant je fais ça pour que vous puissiez reprendre. Tu l'as trop porté sur tes épaules. Exactement. En fait, moi je sais ce que c'est et je sais aussi que du coup ça peut empêcher une initiative. Je pense que si on construit un système qui est transmissible, il sera transmissible à n'importe qui, à nos enfants ou à quelqu'un d'autre. Et donc en fait, si on est suffisamment détaché pour construire un système qui est transmissible, le jour où il sera à transmettre, bah, celui qui veut se manifester, il pourra le reprendre et point final. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaye de penser notre système. Comme en plus, tu vois, on a un système qui est peu capitalisé, comme on n'a pas beaucoup de bêtes, on n'a pas de bâtiments, on a peu de matériel, on a divisé par 2 notre consommation de gasoil, on est la première ferme d'élevage de Nouvelle-Aquitaine avec un impact carbone positif. Donc ces données-là fait que ça crée de l'attractivité pour notre ferme. Et donc si demain elle est à transmettre et que les enfants sont en âge de la reprendre, ils pourront le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours plus facile de reprendre une ferme avec peu de capital et de dire bah voilà, j'en fais ce que je veux, je la fais grossir si je veux réinvestir plus, plutôt que de reprendre un truc qui vaut 2 millions d'euros et d'être enfermé dans des emprunts pendant 15 à 18 ans et d'être aigri comme ceux dont tu parlais quand tu étais en chambre d'agriculture. Ouais. Elle est aussi là, la fécondité, finalement, l'abondance, cette luxuriance de la nature, finalement, que ça te permet de construire un système qui est en meilleur état que celui dont tu as hérité ou celui dont tu as pris la responsabilité il y a quelques années. Bah, en fait, il est c'est ce que j'ai dit, c'est que nous, on façonne, chaque paysan va le façonner. Est-ce qu'il est en meilleur état? Je n'ai pas la prétention, en fait, tu vois, de dire que je fais mieux que mon prédécesseur. Ouais. Mon prédécesseur, Étienne, moi, je lui rends hommage parce que, tu vois, c'est la première personne, quand il m'a fait visiter la ferme pour la première fois, il ne m'a jamais parlé de productivité, d'efficacité économique. Il m'a dit, regarde comme c'est beau. Ce gars-là, il a fait les beaux-arts, il n'a pas fait paysan. Il a fait les beaux-arts à la base. C'est un peintre. Et moi, j'ai trouvé... Il a gardé, en fait, les choses en état parce que c'est beau. Et en fait, pour lui, la beauté prime à la productivité. Et donc ça, pour nous, ça devient une culture forte sur nos fermes parce que ça ne nous empêche pas la productivité. C'est pas obligé. Mais en fait, quand tu as une base qui est belle, bah, tu n'as pas le droit de mettre un coup de crayon en travers dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as que le droit de nourrir le beau. Tu n'as pas le droit de faire autre chose. Donc, il faut lui rendre hommage sur la part et sur l'axe qu'il a donné à la ferme. Cette ferme-là, avant, elle était morcelée en quatre paysans. Lui, il a tout rassemblé. C'est depuis le 15e siècle que ça n'a pas été rassemblé. Tu imagines l'histoire? Quelque chose qui dans le temps long, qui s'inscrit dans le temps long. Ça aussi, c'est tellement extraordinaire. Voilà, Pedro, la vie est belle. Ah, carrément. Je ne sais pas où j'en suis. Si vous avez des questions. Au niveau du timing, là-dessus. Nicolas, on en est où? On est plutôt pas mal, en fait. Il est 21h, donc il nous reste 1 heure. Donc, je ne sais pas si toi, Hervé, tu vas un peu continuer avec Pedro. Après, on mettra les différentes. Oui, parce qu'après, voilà, il était question que, comme il y a pas mal de monde, qu'on crée des petits groupes. Alors ça, c'est la technique. C'est toi, Nicolas, qui nous expliquera comment ça va fonctionner. Hein, qu'on fasse des petits groupes pendant combien de temps on avait dit? On avait dit un quart d'heure. Pendant un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Voilà. Et ensuite, chaque petit groupe reprendra un peu la parole et chaque groupe devra essayer de sortir la question qu'ils veulent absolument poser à Pierre-Antoine ou le témoignage qui pourrait compléter un petit peu
cette vision ou ce qui a pu être dit. Hein. Mais peut-être avant, alors c'est pour commencer à mettre tout le monde un petit peu dans un état psychologique, il va falloir travailler et devenir actif. Pedro, j'aimerais que tu nous parles aussi un petit peu de l'abattage de tes animaux. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est très, très important pour toi et qui, je crois aussi, témoigne en fait de la qualité de ta relation à tes bêtes et à la nature. L'abattage. En fait, on va partir d'un point, d'un constat clé que j'ai fait depuis le début. Et en fait, qui est un peu à l'origine d'une des questions qu'on s'était posées. Avec Sophie, on s'était posé une question, c'était c'est quoi être responsable d'animaux? C'est quoi manger une vie? C'est quoi amener... est-ce qu'on a le droit de tuer des animaux pour manger? Elle est compliquée, cette question. Surtout quand tu commences à te projeter sur 30 ans et que tu abats 30 animaux par an, ce qui fait que ça veut dire qu'on aura à peu près abattu 1000 individus, en gros pour faire simple, sur notre ferme au bout de 30 ans. Porter ça seul, pour moi, c'était pas possible. Surtout que Olivia, Oman, Neuchâtel, Pendjab, Petit, Phénomène, ça c'est les noms des animaux que je donne. Il y en a certains, je pleure, il y en a certains, je le vis comme ça. Mais pour chacun, ils ont chacun leurs mots, chacun, je leur dis que ils sont pour rien s'ils sont nés dans une période de la Terre où il y a une espèce qui est dominante, en l'occurrence la nôtre, et que cette espèce, elle mange de la viande, en l'occurrence des bovins. Donc eux, ils y sont pour rien. Mais la seule chose, c'est que je leur dis toujours qu'ils ont été des très bons animaux et que je ferai tout pour que les gens qui vont manger leur viande ou utiliser leur cuir sachent qu'il y avait une vie derrière. Et donc ça, c'est essentiel pour moi. Donc comment ça se passe? Ça se passe déjà par le choix de l'abattoir. On a un abattoir à 5 minutes de chez nous, mais on a pris celui qui était à 25 minutes parce que dans celui qui est à 25 minutes, la cadence est beaucoup moins importante et il n'y a pas d'abattage ethnique. Ça veut dire pas d'abattage halal ni d'abattage cachère. Donc pour nous, ça, c'était très important. La deuxième chose, à chaque fois qu'on abat une bête et que je vais la vendre à quelqu'un, j'écris un texte sur la personnalité de cette bête. Qui c'était, quel événement j'ai vécu avec, etc. Pas simplement le nom, l'âge, ce qui serait déjà beau, hein, qu'on puisse avoir et le nom et l'âge. Le numéro de l'oreille. Ouais, voilà, on n'a pas juste le numéro de travail. Mais non, on a le tempérament, on a l'émotion qu'il y a derrière cette bête. Et donc, du coup, on dit aussi, je signe même dans mes mails ou sur le panneau d'affichage de la boucherie de la Biocop, c'est écrit que les gens vont manger une vie et qu'ils doivent le faire en conscience. Et voilà. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des clients qui arrivent, notamment dans les AMAP, qui arrivent en pleurant à acheter ma viande. C'est un peu paradoxal. Mais qui me disent continue parce qu'aujourd'hui, on mange que la tienne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que là où on sait tout ça. C'est-à-dire qu'on a fait monter le niveau d'exigence, le niveau informationnel, le niveau de compétence, le niveau d'engagement de nos mangeurs, parce que c'est même plus des clients. Et en fait, le fait de l'avoir fait monter, ils veulent plus ressentir ce côté un peu... on ne se sent pas forcément bien quand on achète une barquette
en grande surface et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Se voiler la face, ils ne veulent plus. Au contraire, maintenant, on a des gens qui se disent je préfère savoir ce que je fais. Du coup, ça joue beaucoup parce que les gens, une fois qu'ils sont chez nous, ils ne veulent plus aller ailleurs. C'est hyper engageant. Et puis pour nous, c'est aussi cohérent parce que c'est les fameux 150 dont je te parle, Hervé, c'est qu'il y a un moment, les gens ils deviennent aussi responsables de ce qu'on fait nous au quotidien. Et donc, pour aller jusqu'au bout de cette responsabilité, il faut qu'ils aient du pouvoir. Et donc, on leur donne du pouvoir à nos consommateurs. On leur a donné le pouvoir, par exemple, de nous dire qu'ils n'étaient pas satisfaits qu'on vende notre viande sous vide avec du plastique à usage unique. Du coup, moi, je revenais en pleurant parce que je n'ai pas d'autre solution. Je ne peux pas embaucher un boucher qui va me découper 1 kilo de viande devant chaque client. Je n'ai pas les moyens. Et donc, ce qu'on a fait avec Sophie, c'est qu'on a réfléchi quelle était la consommation de plastique à usage unique entre la naissance d'un animal et la mort. Et en fait, on s'est rendu compte que 90% du problème, c'était le plastique à usage unique pour emballer les fourrages, pour faire de l'enrubanage, des ensilages, pour faire du foin, etc. Et que 10% du plastique, qui était essentiel, c'était le plastique à la vente. Donc, en gros, mes consommateurs me reprochaient 10% du plastique que je consommais. Donc, en fait, ils voyaient la face émerger de l'iceberg. Et ils me disaient ça, on ne veut plus. Par contre, le reste, j'aurais pu continuer de le faire et ça ne changeait rien, en fait. Et donc, on leur a dit, non, mais nous, là, au 31 décembre 2022, on arrête le plastique à usage unique à la production. Donc, 90% du plastique. Ce qui fait qu'on arrête de nourrir la poubelle collective. Mais on va continuer de nourrir votre poubelle individuelle parce que le plastique à usage unique à la vente, je ne sais pas m'en passer. Voilà. Alors, à moins qu'ils trouvent que leur boucher d'à côté de chez eux arrête d'acheter ailleurs et puis qu'ils achètent chez moi, ça, ce n'est pas un problème. Mais si ce n'est pas le cas, s'ils achètent en direct avec moi, il y aura du plastique à usage unique. Et ça, on leur a fait le retour. Et donc, maintenant, ils nous ont dit, OK, mais ce qui fait que l'année prochaine, je sais qu'on aura une nouvelle question et un nouveau pas à faire avec une nouvelle réflexion. Et en fait, à chaque fois, l'idée, c'est voilà, maintenant qu'ils sont responsables, maintenant qu'ils sont informés sur ce qu'on fait, ils sont plus exigeants. Le revers de médaille, c'est que moi, je dois développer des compétences pour essayer de faire avancer la ferme dans le modelage de la société des gens qui achètent chez nous. Voilà. J'aime beaucoup ce témoignage-là de rendre hommage justement à l'animal, de dire du bien de lui. Dire du bien, en latin, ça se dit bénédicité. C'est une façon de prier et d'accueillir et qui redonne en fait un sens encore plus profond à cette prière qu'on fait avant le repas, de dire du bien de ces animaux, de dire du bien de la vie et de la transmettre ainsi. Merci beaucoup, Pedro. J'étais en train de me dire, est-ce que vous voulez que je vous lise l'hommage à un des animaux que je fais? Ah ben oui. Je ne sais pas si… Allons-y, ouais. Bon, alors on prend 1 minute. Donc voilà, c'était au mois de décembre. J'expliquais aux gens un petit peu ce qu'il y avait à acheter. Et après, je leur disais, voilà, Oman. J'ai amené Oman un bœuf Hereford de 39 mois le lundi 22 novembre à l'abattoir. Je l'ai déposé dans la bouverie. Je suis allé laver ma bétaillère et pour la première fois, je suis retourné dans la case, caresser mon bœuf, lui parler. Oman avait un feeling particulier avec moi. Chaque jour, depuis 1 an, il venait à moi, au champ, me lécher le visage et recevoir ses caresses. Ce bœuf de fière allure avait quelque chose en plus, une aura hors du commun. J'ai attaché beaucoup d'importance aux émotions, aux sensations qui venaient en moi à ce contact. Son petit frère Pendjab est fait du même bois. Ici, à la ferme, nous voyons la vie sous la forme de cycles naissance, vie, mort, puis naissance. Chez nous, il n'y a pas de début, pas de fin, il y a des cycles de vie.
Aujourd'hui, je suis allé récupérer la peau d'Oman, cette peau que j'ai humée, que j'ai touchée. Je l'ai amenée à la tannerie Gall à Bellac. Cette tannerie est la plus réputée de France. Ils tannent des peaux avec exclusivement des extraits végétaux. La peau de Oman est partie pour un tannage long de 6 mois et sera vendue à Hermès Sellerie. Elle est de très haute qualité, m'a dit le tanneur. Je le savais. Oman était prêt à donner sa vie pour nous nourrir en conscience. J'espère ici vous transmettre un peu de notre quotidien. Voilà. Voilà ce que je peux dire aux gens qui mangent chez nous. C'est merveilleux. Oh là là. Merci beaucoup. Donc, Hervé, c'est OK pour toi si on propose aux participants de les séparer en différents groupes. Donc, pour vous expliquer un peu le déroulement, on a fait 5 groupes différents. Vous allez être entre 5 et 6 personnes par groupe. Je pense qu'Hervé va se balader dans les groupes. Peut-être, je ne sais pas, Pierre-Antoine, si tu voudras le faire aussi. Et l'idée de ce qu'on vous propose de faire, en fait, c'est d'avoir un moment d'échange, déjà pour vous présenter rapidement. Très rapidement en fait, et puis voilà, peut-être de chacun puisse exprimer ce qu'il a entendu ou en quoi ça résonne pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, comment le témoignage de Pedro résonne pour chacun et chacune. Et puis après, si vous avez des questions, que vous ayez un porte-parole ou une porte-parole qui après interviendra quand on se retrouvera. On a prévu 15 minutes, ce qui nous permettra d'avoir pas mal d'échanges derrière. Je ne sais pas si c'est OK pour tout le monde ou si vous avez des questions. Pensez bien à allumer vos micros quand vous serez répartis en groupe. Et vous verrez, au bout de 14 minutes, vous aurez un petit chronomètre qui apparaîtra, qui vous rappellera au bout de 60 secondes où on se retrouvera tous ensemble. Voilà, j'espère que ça va pour chacun et chacune. Il y a quelques personnes qui sont parties depuis, donc on va avoir un groupe de 4 personnes et après 3 groupes de 5 personnes. Et puis nous, on va se balader un peu pour voir tout le monde. C'est bon pour tout le monde? S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas les groupes. À tout à l'heure, dans 15 minutes alors. Donc, vous allez voir apparaître sur l'écran, sur votre écran, en fait, une invitation à cliquer et à vous répartir sur les groupes. Voilà, voilà. Donc, les participants et participantes disparaissent au fur et à mesure. Toi, Hervé, tu as la possibilité… Ah, j'ai mis Pedro dans un groupe apparemment. On va voir où il est. Ah, il est dans le groupe 3, ouais. Groupe 3. Ah comme ça, ils pourront déjà poser des questions, c'est bien. Ah, c'est excellent. Ouais. Toi, tu as la possibilité avec… Alors, Brigitte, j'ai plusieurs personnes ici. Voilà, il suffit que vous appuyez sur votre écran. Je ne sais pas si vous avez un téléphone ou pas, mais ça devrait fonctionner aussi avec un téléphone. Vous avez une invitation à rejoindre le groupe dans lequel vous êtes. Le groupe 5 par exemple, est complet, Jocelyne et Claire. Le groupe 4, il manque. Voilà. Claire, vous êtes invité à… Voilà, vous avez Jocelyne, Claire, qui n'a pas encore rejoint son groupe. Maud Chauffé, Chedet. Voilà. Claire, Maud Chauffé, Chedet. La 4 qui vient d'arriver parmi nous, donc je vais la remettre. Hop là. Dans un groupe où il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais la mettre ici. Alors, en tout cas, toi, Hervé, je ne sais pas si tu vois sur ton écran. Je vois, je peux Tu peux aller en bas, là, tu as les différents groupes en principe, et tu peux aller te balader comme tu le veux. Bon, je vais attendre un petit peu. Là, Quel personnage? T'as vu ça comme putain, et comment il parle de ses bêtes, c'est ouf. C'est impressionnant, c'est hyper touchant, quoi. Il est merveilleux, merveilleux. Et puis quel voyage exceptionnel qu'ils ont fait avec sa femme, quoi. Ce pèlerinage, tout ce discernement et finalement, toi, c'est quand ça va trop vite et qu'on ne sait pas, toi, c'est ce temps. Lui, il a fait en pèlerinage, enfin un pèlerinage, c'est un pèlerinage, hein. Et ce temps de prière, il s'est arrêté une année avant de faire le projet le plus engageant qu'il puisse faire aujourd'hui, quoi, toi. Une année complète à marcher, hein, et finalement aussi pour leur couple de mieux se connaître. Dans l'épreuve aussi. Dans le froid, dans la soif, dans le chaud. Ils sont et la faim.
Et à la fin, on s'est nourri. Ah oui, on s'est nourri de beaux paysages. Ah là là, moi, tu sais, je ne me nourris pas très longtemps de beaux paysages, hein, même si je les aime beaucoup, quoi, tu vois. Alors, c'est vraiment étonnant. Et puis, c'est très, très touchant comment, enfin, quelle intelligence aussi de réussir à faire bouger le modèle. Et puis, comment il a parlé Mm. aussi de ses arbres et de ses bocages et tout ça. Quelle intelligence, quoi, c'est top. Mm. Super. Bon, je vais rejoindre la chambre 4 parce qu'ils sont que 3, je crois, hein. Ouais, Allez, exactement. ah, Chambre 4, ouais, ils sont. Ouais, t'as raison, ils sont que 3. Ouais. que 3. Allez, je vais jeter un petit coup d'œil là-bas. Ok, salut. Moi, je vais aller voir la chambre où il y a Pierre-Antoine. Salut.
Voilà, on y est. On est peu. Bon. Ah bah ça y est, ça arrive, plein de monde. Bonsoir. C'est en pleine. Dis On Alice. se retrouve. Alice, Oui, tu pourras poser Oui. aussi ma question? oui, oui, je l'ai noté. Merci. Et puis écris aussi ta question, parce qu'on n'a pas fini. Alors, welcome back everybody, comme on dit joliment. Hervé, je te laisse la parole. Ah ben non, c'est pas moi qui vais C'est avoir bon, la parole. je fais le partage. C'est un peu tout le monde. Alors maintenant, je ne sais pas qui était où. Eh ben, en fait, on va demander au groupe, j'imagine que chaque groupe a un représentant ou une représentante. Genre, C'est je ça. crois qu'Alice, je ne sais pas si tu te rappelles du numéro de groupe dans lequel tu étais. Ben, c'est Et, Alice qui voilà. posait. Si c'est Alice qui commence, c'est bon. On sait qui commence. Après, on verra qui prendra la suite. Exactement. C'est Alice qui commence et après, on verra quelles sont. Nous, on a Fabiane pour nous et après, je ne sais pas dans les autres groupes qui va poser les questions. Bénédicte aussi. D'accord. Et on Non, a ben, même on des est questions parti. subsidiaires, nous. Alors, toi... D'accord. Alice, Alice, à toi. Oui, moi j'avais le numéro gagnant du groupe. C'est qui le numéro gagnant? C'est quoi? Tu nous donneras le truc. Du coup, nous, j'ai noté 4-5 questions. Une première question de Claire qui a eu un parcours orienté peu à peu vers la permaculture en ayant bossé chez Biocop pendant un certain temps. Et elle se posait une première question assez technique sur la classification des viandes à l'abattoir, qui partaient à l'abattoir. Quelle classification avaient les viandes par rapport à leur qualité? Et donc, première sous-question. Et deuxième sous-question, quel était le rendement observé des bêtes par rapport à leur alimentation par rapport au fait qu'elles se nourrissaient seulement d'herbes? Est-ce qu'il y avait vraiment une différence de rendement et de qualité de viande? Voilà les deux questions de Claire. Non, non, il y en a une troisième, mais déjà ces deux-là. Enfin, il faut toutes que je les dise, peut-être? Non, mais après, on va les oublier. Ouais, Pierre-Antoine, tu remets ton micro? Par contre, je me permets juste une petite remarque pour que chaque groupe ait du temps entre la question, les réponses, etc. On propose que chaque groupe, on ait à peu près 5 minutes par groupe. Donc, on essaie de garder ça. Et s'il y a des questions qui restent, donc on a encore du temps, et ben, soit on continuera à se poser des questions, soit on verra comment les choses évoluent. C'est OK pour tout le monde? Ouais, je réponds assez vite. Classification rendement. Clairement, dès l'instant que tu es à l'herbe, tu es sur des bêtes qui bougent. Un bovin qui se déplace, il consomme 3000 calories par jour à se déplacer rien que pour aller manger son herbe. Donc forcément, on a un rendement de viande et une classification plus basse. Mais la différence, c'est que tu n'as pas un directeur de COP à payer, tu n'as pas des commerciaux de COP à payer. Et donc au final, en fait, aujourd'hui, quand je vends ma viande à la Biocop, mon prix carcasse rendu en Biocop, il est moins cher que si ça passe par la COP, par la coopérative, ou si ça passe par le système classique, une filière classique. Et au final, moi, je gagne 1,50 € de plus. Donc le gain de valeur, en fait, il se fait sur le fait qu'on a moins d'opérateurs. Et comme on est plus en direct, et du coup, la Biocop peut plus facilement interagir. Donc, elle est persillée, ta viande? Pardon? Elle est persillée, ta viande? C'est ça la question. Elles arrivent à prendre du gras, tes vaches? En Hereford, tu n'as aucun problème. D'accord. Justement, c'est la race qui fait ça. On a choisi la race qui était adaptée parce que le persillé, en fait, c'est le nombre de cellules adipocytes que tu as entre chaque fibre de muscle. Et en fait, ce nombre de cellules adipocytes, il a une variabilité qui est interrace et intrarace. En gros, interrace, tu as des races qui ont plus ou moins de cellules adipocytes entre les fibres musculaires.
Donc, en gros, toutes les races françaises qui sont des races de travail, elles ont été sélectionnées pour faire du muscle parce qu'on avait besoin qu'elles tirent des charrues, c'était des bœufs, quoi. Et les races anglaises, c'est des races qui sont plus petites et plus grasses parce qu'elles n'ont jamais été au travail. Elles n'ont pas été sélectionnées pour ça. Et donc, du coup, nous, on a choisi cette race pour cette raison-là. Et après, tu as une variabilité intra-race qui est entre les individus. Et là, d'où après l'intérêt d'aller voir tes bêtes à l'abattoir parce que ça te permet de trouver les filiations avec les mères qui te donnent des veaux qui ont plus de gras que d'autres. Voilà. Je dois avoir un petit peu de race anglaise dans mes gènes, hein, parce que un petit peu petit, un peu gros et qui ne travaille pas, ça me correspond bien. Il restera, alors je vais être l'embêtant maître du temps. Il reste 2 minutes pour le groupe 1 ou le premier groupe. C'est parti pour les autres questions. Du coup, après, il y a une question, je reviendrai peut-être, elle en avait une troisième, mais je vais déjà faire un peu les questions des autres. Il y a une question sur les solutions que tu as trouvées à l'enfourragement par rapport au plastique, du coup. Ouais, ça c'est simple. Et peut-être une deuxième question dans la foulée, comment est-ce que tu survis dans ton affectivité par rapport à ton attachement aux bêtes? Est-ce que tu survis? Ouais, alors ça, c'est 2 questions, c'est 2 réponses simples. La première, on a utilisé de la ficelle sisal qui était utilisée avant, et mon père en utilise encore en Normandie. Ça vient d'une plante qui s'appelle la sisal, c'est fait au Portugal. Donc ça, c'est très simple. Et la deuxième chose, le fait de raconter la vie de mes animaux aux autres gens, en fait, je dilue leur responsabilité. Je suis pas le seul responsable. Et puis moi, quand j'emmène une bête à l'abattoir, le lendemain, j'ai un veau qui naît. Et donc, c'est pour ça que je dis que je suis dans un cycle qui n'est pas vie, mort, simplement vie et mort, et puis ça s'arrête. Maintenant, moi, le lendemain, il y a une naissance. Et donc, en fait, la vie, elle est comme ça. Donc, tu saches que quand tu as une bête qui meurt dans un champ, les vaches, elles viennent les voir, elles viennent sur le lieu, elles regardent la bête, et après, elles partent et elles continuent leur vie. C'est normal pour elles. Ça fait partie du cycle. Donc, il faut accepter ça. La seule chose, c'est qu'il faut que juste nous, on s'engage à ce que leur vie soit la plus longue possible. Donc, aujourd'hui, on arrive à faire des bœufs de 3 ans. Mais si demain, on peut faire évoluer notre modèle économique en faisant des bœufs de 4 ou 5 ans, on le fera. Et puis, pouvoir les éduquer, tout ce qu'on a dit avant, toujours à l'herbe, au plus proche de leur état naturel. Voilà. Donc ça, nous, ça nous permet. Et enfin, pour terminer, si un jour, je ne peux plus le faire, il faudra que je devienne végétarien pour être en cohérence. Ok. J'ai le temps de poser une dernière question? Vas-y, désolé, est-ce que je vais être très embêtant et assez discipliné? Je suis désolé, moi j'ai vécu longtemps en Allemagne, donc c'est toujours un gros défaut que j'ai. Mais globalement, je te propose qu'on fasse le tour et les questions complémentaires, on les prendra à la fin. Ça te va? Okay. Merci Alice. Ok, est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire pour le deuxième groupe qui prend la parole? Alors, je prends la parole au nom du groupe 2. Il y avait une question sur l'évolution de la biodiversité sur la ferme. Est-ce que c'est une chose qui est suivie scientifiquement? Peut-être que Jean-Louis précisera la question. Ensuite, je donne les 2 autres questions. Ou alors Jean-Louis, vous le faites tout de suite? Oui, si vous voulez. Enfin, c'était juste pour demander s'il y avait effectivement un souci d'inventorier les espèces végétales, animales, et éventuellement de connecter cet inventaire avec les méthodes de gestion. Et puis évidemment dans le but de prouver qu'il y avait une conservation ou voire une amélioration du patrimoine biodiversitaire de la ferme, quoi. Ce qui est quand même un argument important pour montrer l'intérêt de la démarche. Pour faire simple, on a donné les clés de la biodiversité à une association qui dépend de France Nature Environnement, qui s'appelle Charente Nature. Et en gros, c'est eux qui managent. Nous, on est parti du principe qu'on était des très bons orchestrateurs, mais qu'on était mauvais dans certains domaines. Et dans ce domaine-là, moi, je ne sais pas faire.
Donc, je leur dis, ben voilà, il y a des mares, là, il faudrait qu'on les réaménage. Ils me disent, on fait comme ça, comme ça, comme ça, et je mets en œuvre. Je veux entretenir mes haies, qu'est-ce que j'utilise comme outil, à quel moment je passe, je veux broyer, à quel moment je dois passer, etc. Donc ça, c'est pour les pratiques. Et ensuite, pour le suivi scientifique, on avait des difficultés à le faire financer. Donc, ils arrivaient à nous intégrer dans certains programmes. On a un programme de suivi de tout ce qui est serpent, etc., avec des plaques de suivi et tout. Mais là, on a réussi, grâce à des contacts, à aller chercher un mécénat. Et du coup, on arrive à avoir, cette année, on a à peu près 40 jours de naturalistes qui passent sur la ferme pour essayer de faire un inventaire. On a des belles choses, hein. On a quatre couples de pies grièches écorcheurs, des choses qu'ils voient quasiment plus aujourd'hui. Là, chez nous, on en a 4. Voilà, on a beaucoup de salamandres dans nos mares. Ça aussi, ça traduit quand même une bonne activité agricole autour, parce que la salamandre est très dépendante de qualité de l'eau. Bon, voilà. Voilà pour faire simple. Donc, oui, on aimerait bien développer l'aspect scientifique de ce côté-là, mais on a un problème de financement. Donc, à chaque fois, nous, on consacre 2% de notre budget chaque année à l'investissement dans la biodiversité. On ne peut pas faire plus parce que sinon, on explose notre trésorerie et notre équilibre. Bien sûr. Ce n'était pas ma question. Hein. C'était juste pour comprendre la démarche. Oui, mais c'est important parce que ça vient dans cet axe-là. Voilà. D'accord. Merci. Et donc, il y avait 2 autres questions. Concernant plus, qu'est-ce qui rend Pierre-Antoine le plus heureux? Et Sophie, on a compris qu'elle travaillait à mi-temps, mais est-ce que ce travail à mi-temps est nécessaire pour la vie de la famille ou est-ce que c'est une vocation qu'elle veut réaliser? Voilà, question plus familiale et affective. Pour moi, c'est compliqué parce que j'ai ma formation cartésienne qui fait que je vois mes résultats aujourd'hui, j'en suis content, mais je regarde le projet de demain et donc je suis un peu dans une insatisfaction quotidienne de regarder demain comment je peux faire encore mieux. Là, cette année, on va passer en dessous des 2500 litres de gasoil pour faire tourner notre ferme. J'aspire à passer en dessous de 1500 litres. Et voilà, donc ça, moi, c'est des paramètres très concrets, mais qui sont à chaque fois des petites victoires de se dire, j'arrive à nourrir 800 personnes avec 2500 litres de gasoil. Et à faire tourner 150 hectares et à les entretenir correctement. Il y a des gens qui ne chauffent pas leur maison avec ça. Et Sophie, alors son salaire, moi je sors de 1000 euros, elle sort de 1000 euros. Donc oui, le salaire de Sophie est important pour notre famille parce que c'est 50% du budget de notre famille. Mais voilà, quoi, c'est 50%. On a un couple, chacun apporte sa part. Qu'est-ce qui la rend la plus heureuse? Je pense que Sophie, elle a été formée veto industriel, enfin veto classique, tel qu'on les forme aujourd'hui. En gros, elle se sentait être en fonction de soutien de vaches qu'on poussait jusqu'au bout. Et puis, quand la vache tombait, elle arrivait, elle essayait de redresser la vache pour la remettre dans le système. Et donc, en fait, elle avait l'impression d'être juste un espèce d'urgentiste au bord d'un terrain de rugby pour mettre des cotons dans le nez pour que le mec puisse continuer à jouer au rugby. Mais en fait, il va encore avoir des commotions, il va encore avoir des problèmes, mais on ne règle pas le problème. Donc ça, elle en avait marre. Et donc, on a tout fait, on a tout organisé. Et maintenant, elle est devenue veto-ostéo, ce qui fait qu'elle passe dans les fermes d'une autre manière. Elle fait de l'ostéopathie sur les animaux, donc elle est plutôt en prévention. Elle est dans du travail lent avec les gens, avec les paysans. Elle soigne avec ses mains. Donc, c'est ma sorcière préférée. Et je crois que c'est notre évolution qui nous mène à ça et c'est nos victoires qui nous mènent à ça. Bravo, merci Pedro pour ton témoignage. Voilà, merci au deuxième groupe. Je vais inviter le troisième groupe à poser ses questions, toujours dans le souci de l'équilibre pour chacun, donc de rester sur 5 minutes. Est-ce que Fabiane veut prendre la parole par exemple? Parce que je crois que tu représentes un groupe, non? Oui. Je ne savais pas que c'était les troisièmes. Moi non plus. Donc, voilà, une de mes questions a déjà été répondue. Et puis, en fait, oui, j'avoue, je ne pourrais plus me rappeler de la question qui t'avait posée.
Tu pourrais faire une petite Alors moi j'avais une synthèse. question en fait à Pedro on était ensemble dans le groupe mais on a attendu pour répondre. C'est qu'en fait Pedro nous a expliqué au début dans son témoignage qu'il se préparait à un monde végétarien, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est assez surprenant pour moi de voir quelqu'un, et surtout quand on connaît aussi l'importance de la vache, aussi la manière dont vous le faites aussi par rapport à l'écologie et au climat, hein. Tu parlais du carbone tout à l'heure, etc. Et comment vous êtes arrivé à cette conclusion où vous avez l'air assez certain de l'évolution, notamment de la manière dont la population va se nourrir, donc de manière extrêmement peu carnée. Qu'est-ce qui vous a amené à penser ça en fait? C'est une lecture assez, c'est un peu au doigt mouillé, hein, mais c'est ma lecture. On a l'acceptabilité sociétale qui fait que, en gros, si vous prenez les sociétés anglo-saxonnes, on est à peu près à 20% de végétariens dans ces sociétés-là. Nous, en France, on n'était pas à ça, on était à 3%. Là, on est en train de passer à 7%. Et on sait bien que dans les 5-10 ans à venir, on va passer à 20% de végétariens. Forcément, parce que le budget aujourd'hui qui permet aux sociétés antispécistes ou abolitionnistes d'exister, il vient d'Amérique ou d'Angleterre pour pousser aussi de nouvelles choses. Bon, voilà, il y a cet axe-là. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, c'est la chute normale de notre système de consommation actuel. On a depuis 10 ans une baisse de la consommation de viande qui est à peu près de 2% par an. C'est une érosion qui se fait et elle est comme ça. Bon, on mange encore 85 kilos de viande par personne et par an en France. On n'est pas des petits mangeurs, hein. On n'est pas des Argentins qui sont à 120 kilos, mais on n'est pas non plus des Indiens, quoi. Donc, on a cette baisse-là. Et sauf que si tu regardes la pyramide des âges et si tu regardes le profil des consommateurs moyens, aujourd'hui, le profil des consommateurs moyens, c'est le papy boom, quoi. C'est ceux-là. C'est eux qui mangent le plus de viande. Le problème, c'est que plus tu avances en âge, plus le goût du fer, du sang dans ta bouche, plus le phénomène de mastication fait que tu vas à un moment arrêter de manger de la viande, mais de manière brutale, quoi. Et donc, en fait, si tu poussais les 2% par an en disant en baisse linéaire, tu arrives en 2050, on est à 50% de baisse de consommation. Donc voilà, c'est comme ça. Donc de toute façon, on serait passé à 40 kilos. Sauf que ceux qui mangent le plus, dans 15 ans, ils vont arrêter de manger. Parce que c'est la pyramide des âges qui est structurée comme ça. Donc de mon point de vue, de toute façon, on va avoir une chute dans les 10 années qui viennent. On va avoir des gens qui vont vraiment arrêter, mais de manière brutale. Pour donner une idée, hein, et je pense que ça illustre déjà un peu mon propos, depuis 4 mois, on est à 11% de baisse sur le marché de la viande. Donc, il n'y a pas la viande. De toute façon, l'acceptabilité de la viande, elle est plus dans notre société. Le problème que j'ai, c'est c'est qu'on a un marché qui va évoluer, mais comment, en fait, tu fais basculer des systèmes écologiques, naturels, pour en produire autre chose en si peu de temps. Ben, moi, je ne sais pas faire. Moi, je me suis donné une échelle de 30 ans pour basculer mon système économique et écologique. Mais le basculer en 10 ans, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire en essayant d'être low carbone, de pas non plus déstructurer les niches écologiques, etc. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci Pedro. Et, on a un dernier groupe, donc je ne sais pas si le dernier groupe, quelqu'un veut prendre la parole et vous avez des questions. On avait 2 questions. Alors moi, je vais poser une des questions, l'autre c'est Hélène qui la posera. Il y a quelques jours, en fait, j'entendais quelqu'un dire en fait, aujourd'hui, les paysans, ils vivent à 80% de la PAC, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais bon. Ouais. Et j'aurais voulu savoir si, dans ton modèle, Pierre-Antoine, quelle est la part en fait des subventions dans ton modèle ou de l'autonomie totale vis-à-vis de ces subventions de la PAC? C'est pas difficile. On fait 160 000 € de chiffre d'affaires. Il y a 60 000 € qui viennent de la PAC et il y a 100 000 € qui est généré par notre activité. Voilà, c'est simple. Clairement, moi, sans la PAC, si je vais sur le marché de la viande et que j'ai pas la PAC et que mes concurrents ont la PAC, je peux pas me positionner parce qu'il faudrait que j'augmente de 60% mon prix
pour pouvoir faire tourner ma ferme. Donc forcément, je n'aurai pas de gens qui vont acheter ma viande. Donc ça ne passe pas en fait. Si on arrête la PAC demain, on a une augmentation de 60% du prix. Bon, si les gens ils ont un bon pour ne pas payer d'impôts sur leur part de viande qu'ils achètent, bah, au lieu de donner des impôts qui payent la PAC, qui revient après aux paysans, bon, entre-temps, il y a eu un peu de perte quand même. L'efficacité, elle est pas forcément bonne. Bah, voilà. Moi, j'aimerais bien faire de l'élevage sans subvention. Le fait est, c'est que on a aujourd'hui, on a eu un temps avec l'achat de la ferme, etc. Enfin, l'achat du matériel et des vaches, où on ne peut pas se passer de la PAC. Nous, on va commencer à pouvoir se passer de la PAC à partir de 2032, quand on aura arrêté de payer nos remboursements. Forcément, puisqu'on rembourse 32 000 euros par an, on a 25 000 euros de prélèvements privés. D'ici là, en fait, d'ici 2032, on va avoir augmenté notre activité. On sera à peu près à 120 130 000 d'activité interne sans la PAC. Donc, il n'y aura pas de problème. On sera autonome. La question, c'est est-ce que je dois me passer des aides si ces aides-là me permettent, par exemple, l'installation de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Là, il va falloir à un moment se poser la question. Et si je suis sur un marché où il y a d'autres gens qui ont des aides. Voilà. Moi, je suis prêt. Moi, je vais vous dire, hein, je vote à la Confédération paysanne et je suis prêt à ce que 15% de mes aides disparaissent au profit d'un maraîcher. Hein. Ça serait beaucoup plus utile que nos aides aillent auprès des maraîchers pour qu'on ait de la tomate locale et qu'elle ne vienne pas d'hydroponie du Maroc. Voilà. La deuxième question, merci. C'était Hélène qui posait cette question. Alors, je ne sais pas si je vais très bien la respecter, cette question. C'était autour de l'organisation. Voilà, comment tu arrivais à t'organiser pour vivre en fait des congés, avoir du temps libre aussi pour la famille, etc. S'ouvrir, recruter. Donc, ça veut dire prendre des stagiaires tous les ans, leur faire confiance, les lâcher, peu importe, même si on perd une vache, même s'il y a un problème, ça fait partie de la vie. Ça se trouve, il y aurait eu le problème si ça avait été moi. Donc, c'est avoir l'humilité que le problème, c'est peut-être pas la personne. Parfois, ça peut être simplement, c'est comme ça, il y a un problème. Et faut le gérer, c'est tout. Et parfois, on prend les mauvaises décisions, mais moi aussi, je prends des mauvaises décisions. Donc, c'est l'humilité dans la délégation. Et la deuxième chose, on travaille aussi en proximité avec les services de remplacement. Moi, depuis que je me suis installé, j'ai quand même eu 3 congés pattes, plein de choses où en fait j'avais des congés où j'étais présent dans les murs de la ferme, mais je ne travaillais pas puisque j'étais en congé paternité, par exemple. Et donc, on a demandé au service de remplacement de prendre quasiment, il doit y avoir 15 salariés, il y en a 6 qui connaissent la ferme. Je leur demande à chaque fois de m'envoyer les nouveaux pour qu'ils aient un maximum de gens qui connaissent la ferme. De manière à ce que n'importe quand je veux partir en vacances, ils ont toujours un salarié disponible. Merci beaucoup. Du coup, comme on a un peu de temps, Alice, est-ce que tu veux poser ta dernière question? Ouais, à vrai dire, c'en était plutôt 2. Tu abuses à chaque fois, en fait. Déjà, il y avait une 3e question de Claire. Je ne sais pas si elle est encore là. Oui, je crois. C'était sur l'autonomie financière. En fait, elle se demandait si, en allant au bout des choses, en termes de la biodiversité, etc., vous arriviez vraiment à être autonome financièrement. Et elle prenait le contre-pied de l'exemple du bec et loin, qui, selon elle, est un peu vicieux parce qu'en fait, ils vivent surtout de leur formation. Ouais. Et même si elle reconnaît qui dit nouveau modèle dit diversité d'activités. Ouais. Savoir si proprement par rapport à la production, vous étiez... Et moi, c'était... En fait, je suis arrivée malheureusement hyper tard. J'ai atterri chez moi il y a un quart d'heure. Donc, je n'ai pas eu la présentation, je la re-regarderai. Mais j'avais plutôt une question qui tournait autour des modèles collectifs de ferme. Donc, je ne sais pas du tout quel est votre modèle juridique à vous. Puisque si c'est familial, j'imagine que c'est peut-être un GAEC ou... Non. Non, voilà, et du coup, c'est plutôt, je voulais voir si toi, tu avais un peu analysé les différents modèles qui fonctionnaient dans les fermes collectives et qu'est-ce que tu recommandais pour permettre une diversité de production et
Enfin, voilà, enfin, c'est un peu général comme question, mais je ne sais pas si tu as des pistes de réflexion sur ça. Ouais, je pense qu'il faudra peut-être que Ombline, elle repose sa question aussi sur la stratégie tout à l'heure. Je pense que ça peut intéresser. Autonomie financière. En fait, nous, notre autonomie financière, elle se fait sur le gain de valeur. En fait, comme on va capter plus de valeur qu'un autre paysan et qu'on a très très peu de coûts, j'ai très peu de coûts. Tu vois, quand j'utilise que 2500 litres de gasoil par an, forcément, quand le gasoil il double que sur 2500 litres. Pour vous donner une échelle, quelqu'un d'autre qui serait dans un système un peu plus conventionnel, il utiliserait entre 10 et 15 000 litres sur notre ferme. Vous voyez, on est entre x4 et x7 en dessous quoi, de consommation. Voilà, donc l'autonomie financière, chez nous, elle est basée sur 2 axes. Le moins de charges possible, mais vraiment, vraiment le moins de charges possible, et le plus de valeur possible sur chaque kilo vendu. Mais le plus de valeur, ça ne veut pas dire un prix élevé. Ça veut dire le plus de valeur qu'on capte, nous. En gros, on vend notre viande en colis 17,50 € du kilo. Un colis de 5 kilos que vous payez 87 €, c'est pas aberrant. Hein. C'est pas plus cher que ça. Vous avez une côte de bœuf dedans qui fait 1,5 kg. Une côte de bœuf aujourd'hui, vous l'achetez 30 €, ça fait déjà 45 €, c'est la moitié du prix du colis. Je trouve qu'on est cohérent. Voilà. Donc l'autonomie financière, nous, on l'a calculé là-dessus. Tu comprends? Et la deuxième chose, moi, je suis en statut individuel, je ne suis pas associé. Je ne suis pas encore associé avec Sophie, parce que ça pose des problématiques avec le métier de vétérinaire. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je conseillerais à des jeunes en installation collective? Pour moi, il y a deux façons de s'installer en collectif. Soit tu t'installes directement à la sortie de l'école, ou en gros, tu as constitué un groupe, tu l'as fait vivre avant. Quand je dis faire vivre avant, moi, je vous donne un conseil. Hein. Vous partez sac à dos, vous marchez pendant 5 mois dans un truc où vous mettez vraiment la misère et vous avez toutes les difficultés du monde. C'est-à-dire, genre, vous traversez les Pyrénées à pied, vous traversez les Alpes à pied et vous avez vraiment des galères pour que l'émotion et les tempéraments de chacun ressortent et qu'on puisse se dire les choses. Donc, moi, ça, c'est ce que je conseillerais. C'est 5 mois de marche pour que vraiment tout le monde pose le truc, que chacun pleure dans les bras de l'autre, qu'il y ait des engueulades, mais il faut qu'il y en ait un qui ait le réchaud, l'autre qui ait la bouffe, l'autre qui ait la tente et l'autre pour que le groupe puisse pas se désolidariser. Tu vois ce que je veux dire? Il faut déstructurer pour qu'en fait, tu ne puisses pas t'en aller. Tu ne peux pas t'en aller parce que tu as besoin des autres. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, de mon point de vue, moi, je te conseille ça. La deuxième chose, c'est la forme juridique, c'est évidemment la SCOP. Pour moi, c'est la seule et unique forme qui permettra, à mon avis, qui permettra en fait le mouvement d'associés assez rapide et assez simplifié. Pourquoi? Parce que je pense que dans la génération qui vient, qui n'est pas la mienne, qui est plutôt la tienne, à toi Alice, je pense que dans votre génération, vous ne ferez pas le métier de paysan sur 30 ans. Vous allez le faire entre 7 et 10 ans, sauf que ce n'est pas l'échelle de fonctionnement de la nature ou l'échelle de rentabilité des capitaux d'une ferme. Donc, il faut que vous trouviez des formes pour que vous puissiez changer de collectif, bouger facilement, parce que de toute façon, vous n'allez pas faire ce métier-là pendant 30 ans, vous n'allez pas avoir envie de le faire. Et vous allez avoir des groupes qui, de toute façon, il y aura peut-être 1 ou 2 personnes qui seront référents et qui vont rester longtemps, mais sur 7 ou 8 personnes, en gros, vous allez avoir un turnover où tous les 2 ans, vous aurez un salarié, un associé qui sort. Je pense que c'est l'avenir des groupes à plusieurs. Voilà ce que je peux te dire. Et après, la dernière chose, c'est que moi, j'aurais un conseil à vous donner. Avant de vous, enfin, si vous voulez vous installer, imaginez pas des choses hyper compliquées avec 25 000 productions. Allez voir des paysans, regardez comment ça fonctionne, faites déjà ce qu'il fait, et puis imaginez comment ajouter au bout de 2 ans une nouvelle production, au bout de 4 ans une nouvelle, et tranquillement. Mais des systèmes qui s'installent comme la ferme de la Tournerie, il n'y a que à la ferme de la Tournerie où ils ont réussi à tout changer d'un coup, à s'installer à 8 et à faire quelque chose de magnifique.
Je peux te dire que c'est au prix d'une communication et d'une politique de démocratie en interne qui est très très forte, quoi. Il y a des gens en interne qui veulent et c'est ancré en eux, quoi. Je suis pas sûr que ça soit reproductible. Merci beaucoup. Il reste 3 minutes. Je te redonne la parole, Hervé. Après toutes ces belles paroles, quoi, justement, ça va être un peu compliqué de conclure facilement, hein, outre le fait bien évidemment de remercier tout le monde, de remercier Pedro, de remercier sa femme qui n'a pas été là, mais qui a été quand même là grâce à toi. Et puis moi, ce que j'ai envie de retenir de ça, en fait, c'est déjà cette phrase de Saint Paul, que la vie engloutit la mort. Que la vie engloutit la mort. Et que dans toutes nos structures, tout ce que l'on fait, en fait, quand on croit que la vie est éternelle, il faut déjà se rendre compte qu'elle est déjà éternelle sur Terre. Et que dans ces cycles de vie et de mort, il y a quelque chose de très beau au fait que on essaie de mettre en place des structures agricoles, des structures d'élevage, où la vie, le petit veau qui arrive juste derrière, engloutit la mort. Et le petit veau et toute la beauté que ça produit dans le paysage, et toute la biodiversité qui se développe, et toute la fécondité que ces écosystèmes apportent. Au-delà du débat, il faut manger de la viande ou pas de viande, c'est un faux débat. Au-delà de ça, il y a cette recherche de fécondité qui devrait animer nos esprits et surtout animer nos cœurs. Et Pedro, tu nous as montré ce soir que ce n'est pas un vain mot que de croire que la vie est belle, ce n'est pas un vain mot que de montrer qu'on peut être agriculteur et heureux, que ce n'est pas un vain mot que d'apporter un témoignage vibrant, authentique et beau de ce que le monde de demain pourrait être. Voilà. Donc, ce monde est en construction. Et moi, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je trouve que la vie est belle? C'est parce que je rencontre des gens comme toi, Pedro, et comme vous tous ici, qui témoignaient d'un avenir, d'un espoir, d'un monde de demain, d'un monde où il y a plus d'amour, plus de paix, plus de joie. Et que ces petites rencontres le soir, eh ben, elles me gonflent d'énergie, elles me gonflent de joie. Et que je voulais vous remercier tous, surtout pour ça, pour le témoignage que vous faites de votre vie, de vos vies, à essayer, chacun de là où on est, à avancer toujours un petit peu mieux vers plus de vie dans nos vies. La vie est belle. Merci Hervé, merci Pedro, merci Marie-Benoît. Je ne sais pas si tu voulais un mot pour conclure. En tout cas, voilà, je viens de voir un mot de Claire. Le lien sera mis sur le site de l'Académie d'écologie intégrale de Notre-Dame-du-Chêne. Et le film voilà. aussi, le film ouais. Hein, le premier pas aussi. Hein, il a été mis tout à l'heure sur le chat. Ouais. Voilà, ça, n'hésitez pas à aller le voir aussi. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci Pedro, merci Hervé, merci. Si, c'était super, merci. Merci beaucoup. Merci François pour l'organisation. Ouais.